Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul coup. Africatech. En un seul coup. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission c'est sur Africa FM et africafm.com. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans Africatech, votre émission qui explore les initiatives numériques les plus audacieuses du continent africain. Aujourd'hui, on vous emmène au Sénégal où on assiste à une véritable révolution silencieuse dans le secteur agricole. On parle de deux villes pilotes, Tivaouane et Nioro. Le gouvernement expérimente une digitalisation inédite, celle de la distribution des intrants agricoles, c'est-à-dire des semences et des engrais subventionnés. Est-ce un projet technique? Pas seulement. Derrière cette initiative se cachent des enjeux de transparence, d'équité, mais aussi de souveraineté numérique. Alors, pour analyser cette actualité brûlante, je serai en compagnie de nos trois chroniqueurs habituels. J'aurai Janicia Matondi du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Et celui que je devais présenter qui est du Cameroun, Alamine Mahamat. Bonjour Alamine. Bonsoir Moïse, bonjour chers auditeurs. Et nous avons aussi Raja qui est en ligne avec nous. Bonjour Raja. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Alors très bien, avant d'ouvrir le débat, Janicia nous a présenté une chronique dans la Minute Décryptage qui a pour but de placer le décor de notre discussion du jour. Donc Janicia, c'est à toi. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Le numérique s'enracine de plus en plus profondément dans l'économie sénégalaise. Et désormais, c'est le secteur agricole, pourtant souvent déconnecté, qui est au cœur d'une nouvelle réforme digitale. Dans les villes de Tivaouane et Nioro, le gouvernement sénégalais expérimente une initiative ambitieuse, la numérisation de la distribution des intrants agricoles. L'objectif est simple, rendre plus efficace, plus transparente et plus juste la distribution des semences et engrais subventionnés par l'État. Là où les anciennes méthodes laissaient la porte ouverte à la fraude et à des gaspillages colossaux, le numérique vient instaurer un système d'enrôlement, de traçabilité et de répartition ciblée. Les résultats de cette phase pilote sont plus que prometteurs. Alors qu'on visait initialement 10 000 producteurs, ce sont déjà 50 000 agriculteurs qui ont été enrôlés sur les 200 000 prévus dans cette première étape. Alpha Ba, secrétaire d'État à l'encadrement paysan, affirme que cette démarche a permis d'assainir le registre en écartant de nombreux faux producteurs, jusque-là bénéficiaires inclus des subventions. Au-delà de l'efficacité, c'est aussi une question de justice et de performance. Grâce à cette technologie, l'État peut adapter les quantités distribuées aux besoins réels des agriculteurs et limiter les détournements. Mais cette initiative ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans le cadre de New Deal technologique, la stratégie nationale du Sénégal pour faire du numérique un véritable moteur de transformation sociale et économique. Après l'administration, la santé, la finance ou l'éducation, l'agriculture devient le nouveau champ d'expérimentation de cette vision. Le projet bénéficie aussi de partenaires solides comme la Société financière internationale, la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, une collaboration qui préfigure un possible déploiement à l'échelle nationale. Mais attention, tout n'est pas encore gagné. Est-ce que cette réforme sera vraiment inclusive, notamment pour les petits exploitants peu ou pas alphabétisés? Qui détient et contrôle les données agricoles désormais centralisées? Comment garantir que ces plateformes soient sécurisées, interopérables et durables? En somme, le Sénégal montre la voie d'une agriculture intelligente, connectée, mieux organisée, mais le pari ne sera réussi que si cette transformation numérique reste au service des producteurs eux-mêmes et non des seuls opérateurs techniques ou partenaires financiers. Et c'est précisément ce que nous allons analyser maintenant dans notre débat virtuel. Africatech. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech.
Alors, chers auditeurs, nous sommes de retour pour le débat virtuel, la dernière partie de notre émission. Le Sénégal teste aujourd'hui sur le terrain agricole. C'est pas juste un logiciel ou une application, c'est un changement de paradigme. Il s'agit de reconfigurer les circuits de distribution, de repenser l'allocation des ressources publiques, de redonner la visibilité à un secteur souvent informel et éclaté. Mais cette transition soulève plusieurs interrogations majeures. La première, c'est de savoir si la réforme va bénéficier vraiment ceux qui en ont le plus besoin. La deuxième, c'est de savoir si le Sénégal pourra garder la main sur ses données agricoles stratégiques. Et la troisième, c'est si cette digitalisation peut garantir une souveraineté numérique. Alors, nous allons débattre de ces trois axes-là avec nos chroniqueurs. Et on va commencer tout de suite. On parle de 50 000 producteurs déjà enrôlés. Ce projet montre une certaine efficacité, mais l'accès au numérique est-il équitable? Raja. Alors, c'est pour moi une grande nouvelle et une bonne nouvelle en même temps. Déjà, lorsqu'on voit les chiffres et statistiques, le gouvernement avait visé en fait d'atteindre 200 000 agriculteurs. Et là, la première année, c'était prévu pour la phase pilote 10 000. Là, nous remarquons qu'ils ont fait déjà 25%, environ 50 000 producteurs se sont fait enrôler. Donc pour moi, ça montre la preuve que les producteurs sénégalais sont intéressés. Ils veulent vraiment passer à une page vierge, une page nouvelle pour augmenter en fait la qualité de leur travail, mais aussi impacter le domaine de l'agriculture qui représente d'ailleurs beaucoup pour le Sénégal et pour l'Afrique au niveau régional. Donc pour moi, la numérisation devient un levier très important pour les agriculteurs sénégalais. Et même aussi, c'est un appel à d'autres agriculteurs parce que plusieurs travaillent avec des méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, grâce à la numérisation, plusieurs choses peuvent changer. Et je crois qu'avec le cours de cette émission, je vais donner plus d'exemples, d'arguments par rapport à ça qui montrent que vraiment cette idée est très, très ambitieuse. Très bien. Alamine, on parle, donc, comme Raja l'a si bien dit, 50 000 représentent 25% du total qui doit être atteint. Donc, mais la question, enfin, l'une des questions qu'on a le droit de se poser, c'est de savoir si cette réforme ne va pas plus favoriser les exploitations qui sont déjà modernisées. Oui, Janisia. Pour compléter justement ce que Raja est en train de dire, déjà lorsqu'on voit que près de 70 à 78% des travailleurs au Sénégal sont agriculteurs, donc on voit déjà que l'initiative elle est bonne et avec encore les 50 000 agriculteurs qui se sont déjà fait enrôler, alors qu'il y avait je pense 10 000 appelés. Et il y a déjà 50 000 qui se sont fait enrôler. Donc on voit déjà le dévouement de ces agriculteurs-là à vouloir, comme Raja est en train de le dire, à vouloir faire augmenter leurs bénéfices, si je peux le dire ainsi, à vouloir encore maximiser vraiment les bénéfices et l'impact de l'agriculture au sein du PIB national. Très bien. Alors, je reviens vers Alamine. La numérisation, on peut dire qu'elle est la clé pour mettre fin aux fraudes et à la mauvaise gestion des subventions. Donc, quel type de fraudes peuvent être évitées ou peut-être ont déjà été évitées grâce au numérique dans le contexte du Sénégal? Moi, je dirais la première fraude qu'on peut éviter, c'est le double enrôlement. La population sénégalaise, donc certains producteurs ou certains agriculteurs pourraient trouver en cela une sorte de gain en plus. Donc les doubles subventions, le double enrôlement, les faux bénéficiaires par exemple. Il y a également l'usage d'identifiants biométriques ou des registres agricoles numériques qui permet d'assurer que chaque producteur est unique et est réellement actif. Parce que sans ça, on peut juste le cas d'un exemple. Je ne vais pas citer le nom d'un pays. Juste avec les identifiants fictifs, on peut se faire plein d'argent sans travailler. Justement, avec ce système, on peut éviter beaucoup de manigances comme celle qu'on a. Je ne vais pas citer le pays. On accepte, c'est pas grave, oui. Et cela améliore également la traçabilité des aides et renforce la transparence dans les circuits de distribution des produits agricoles dans les différentes zones rurales. Oui. Pour ajouter les fraudes, il y a aussi le détournement d'engrais. Donc parfois les produits subventionnés sont souvent détournés par des personnes aux mauvaises intentions, donc qui ne livrent pas les chiffres exacts des
des produits qu'on a souvent envoyés. Et à travers la digitalisation de ces systèmes-là, on va pouvoir vérifier si les agriculteurs ont reçu le bon nombre de produits envoyés ou encore la bonne qualité. En même temps, il y a aussi ce problème de favoritisme. Des fois, il y a des acteurs qui favorisent certains au détriment d'autres. Et en mettant ce système en place, il y aura quand même cette limitation de favoritisme. Il y aura plus ce genre de procédure parce qu'on on donnera maintenant aux agriculteurs selon leur capacité, selon leurs besoins aussi. Leurs besoins également. Justement, en parlant de besoins, Janicia, j'aimerais qu'on puisse toucher un point. Il s'agit de l'accessibilité. Tout à l'heure, on a parlé du fait que certains puissent être favorisés. Une question, c'est est-ce que ces outils sont accessibles à tous les producteurs? Raja, peut-être pour répondre à la question. Bon, bien évidemment, qui se retrouvent dans une situation peut-être en zone rurale très 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 éloignée, des problèmes de connectivité, des problèmes de réseau, tout ça, ça peut faire en sorte que les gens ne puissent pas avoir accès à ce système qui a été mis sur place. Et même des problèmes d'énergie, d'électricité, j'en passe. Donc, pour moi, je crois qu'il y a forcément des zones, des endroits qui ont du mal à pouvoir accéder à ce système-là. Mais voir 50 000 qui sont enroulés sur les 200 000 qui sont prévus à long terme et les 10 000 qui ont été ciblés pour cette année, alors voir 40 000 de plus, c'est un signe que la majeure partie a été atteinte. Et je crois que le gouvernement sénégalais est en train de faire un pas très 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 avancé comparativement aux personnes qui n'ont pas accès. Donc il y a plus de personnes qui ont accès que celles qui n'ont pas accès à ce système. D'accord, donc je reste avec toi, Raja. Comment éviter cette nouvelle forme, je veux dire, cette nouvelle forme d'exclusion par la technologie? Alors, déjà, on ne peut pas éviter l'exclusion, de manière comme la question vient de dire tout à l'heure, que comment éviter. Donc, déjà, on ne peut pas l'éviter. Pourquoi? Parce que quand même le système est bon, on trouvera toujours des gens qui ne vont pas apprécier le système. Il y aura toujours des personnes qui vont voir le côté négatif, qui vont courir à perte, je peux dire. Il n'y a aucune chose, je crois, dans ce monde qu'on puisse faire et qu'on ait l'unanimité de tout le monde. Surtout, c'est l'issue d'un pays, des décisions gouvernementales. C'est un régime qui est au pouvoir, donc c'est pas tout le monde qui va forcément apprécier tout ce qui est en train de se faire. Donc comment éviter? Bien sûr, c'est d'abord de donner l'occasion aux personnes qui critiquent d'expérimenter la chose. Avant que ces personnes soient exclues, qu'on donne à tout le monde l'opportunité d'expérimenter le système, d'avoir des rendements, et si à ce moment-là, qu'on pourra donner un jugement que bon, moi je m'intéresse pas à cela, je vais sortir, et moi je pense que c'est pas trop avantageux pour moi. Pour quelqu'un qui a par exemple une petite ferme agricole, pour cette personne, le système ne sera pas trop avantageux comparé à quelqu'un qui a des hectares et des hectares. Pour lui, la grandeur ou l'ampleur de la production exigera qu'il y ait un système bien positionné pour avoir accès aux ressources et aux semences subventionnées par l'État. Mais pour quelqu'un qui peut produire ses propres semences, par exemple, lui n'a pas besoin de ce système-là. Donc lui, bien sûr, inévitablement, il va s'exclure de lui-même. Et même lors de la distribution, je crois que l'État ne va pas trop le prendre en considération parce que les producteurs, quand ils font la production, ils produisent aussi des semences pour l'an prochain. Mais pour quelqu'un qui a des hectares, 10 000 hectares, 20 000 hectares ou bien 40 hectares, 50 hectares, pour lui, ça prendra plus de temps s'il produit la semence en même temps que la production initiale. Donc, pour ne pas courir à perte, il va beaucoup plus embrasser le système qui est donné par le gouvernement et c'est à son avantage en termes de quantité et surtout si ces productions, bien sûr, se vendent en local et là, il y a une grande part de marché. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que il y aura toujours des gens qui vont éviter, mais qui vont s'exclure ou même qu'on va exclure. Mais pour éviter cela, chacun doit tenter sa chance et expérimenter le système avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Très bien. Alamine. Donc, moi, je pense que je vais rejoindre Raja parce que ce terme d'éviter l'exclusion est complètement, moi je dirais pratiquement impossible à concrétiser parce que déjà partout sur le plan institutionnel, non pas institutionnel, structurel, oui, structurel et infrastructurel. Déjà, il y a certaines zones qui sont en désavantage par rapport à d'autres, et la majorité du temps, on a tendance à observer des productions agricoles dans les zones rurales. Et pour ce système, par exemple, on est obligé de développer plus le côté rural que le côté urbain parce que l'agriculture se passe dans le côté
rurales. Et du côté rural, la majorité des gens sont, comme Raja l'a dit, avec des petites parcelles de terrain pour pouvoir juste avoir de quoi manger ou bien de quoi survivre, quoi, comparé à quelqu'un qui a une grande plantation quelque part. Donc les inégalités sont pratiquement impossibles à éviter, mais le gouvernement peut, je sais pas, essayer d'aider les jeunes à se familiariser d'abord avec les réseaux sociaux, avec les smartphones et tout, parce que ce genre de système passe principalement par les réseaux sociaux. Et sans ces infrastructures liées à la technologie, au réseau et tout, on ne pourra pas utiliser ce système optimal. Très bien. Janicia, tu partages ton avis? Juste, oui, je partage leur avis. Et juste pour compléter, j'aimerais dire que le gouvernement, c'est vrai, on ne peut pas l'éviter, mais on pourrait quand même essayer de limiter ces exclusions en faisant, par exemple, lorsqu'il parlait des téléphones, en mettant, par exemple, en place étant donné que le système est déjà là, mettons en place des applications mobiles plus faciles d'accès, plus faciles à manipuler, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans des zones rurales, elles ne sont pas assez alphabétisées, donc ayant des applications faciles d'accès, par exemple en langue locale déjà, ça pourrait aider ces agriculteurs-là à pouvoir se familiariser aussi et à pouvoir voir le bon côté de cet aspect pour en profiter. Moi, je trouve qu'il y a un autre problème qui se pose dans cette application, parce que c'est pas tout le monde qui est facile, qui utilise le... Qui a cet accès facile, qui a cette culturation, on va dire, cette culture plutôt du numérique. Du numérique, et dans un exemple simple, un vieux qui a un téléphone et un jeune qui a un téléphone ne pourront pas utiliser ce téléphone de la même façon. Oui, mais en même temps, ils mettent le système en place. Ils vont pas, je pense pas qu'ils peuvent laisser les agriculteurs comme ça livrer à eux-mêmes. Déjà, avec le programme d'enrôlement, je pense qu'on devrait joindre à cela un programme de formation aussi, peut-être un programme de formation continue où on va suivre ces agriculteurs progressivement afin de mieux les rendre... Et les orienter, les apprendre à utiliser ce genre de système, parce que lorsqu'on met le système en place, bien entendu, ils savent pas les utiliser, ils sont pas encore familiarisés avec ça. Donc forcément, je pense qu'il y aura un programme de formation à mettre en place par rapport à cela. Raja? Il est rare de voir un jeune, même en zone rurale, qui n'a pas vraiment la connaissance des outils technologiques. Je prends un exemple du cas du Sénégal. Nous connaissons l'entrepreneur Thiong Yong, le Sénégalais, avec le programme de ZEUF, qui est là pour pouvoir promouvoir l'agriculture. Il a laissé les États-Unis, il a travaillé avec, je pense, Barack Obama dans son gouvernement à l'époque. Il a quitté les États-Unis pour rentrer au Sénégal. Aujourd'hui, il investit massivement. Donc, je prends encore un autre exemple en disant que un vieux, par exemple, qui est un agriculteur et qui veut numériser la chose, il n'est pas obligé d'apprendre la technologie lui-même. Mais il a des gens qui travaillent pour lui. Donc, ces jeunes-là peuvent apprendre et amener l'agriculture à un niveau un peu plus avancé. Donc lui, il a de l'expérience et les jeunes ont de l'expertise technologique. Et ensemble, ce sont des maillons d'ensemble qui font une chaîne, qui font rouler un véhicule. Donc ensemble, ils vont vraiment aller de l'avant, à l'exemple des différents programmes, comme je donnais le cas de ZEUF, avec l'agriculteur, notre entrepreneur Thiong. Très bien. Alors, une autre question qui, à mon sens, devrait être le centre de notre discussion, c'est de savoir si le numérique peut vraiment améliorer les rendements agricoles et renforcer la sécurité alimentaire en Afrique. Bon, dans notre cas, on parle du Sénégal, donc on va rester au Sénégal. Donc la question, c'est de savoir si réellement c'est possible. Quels sont les indicateurs concrets d'amélioration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va savoir que les rendements que le projet fonctionne, que le numérique nous aide réellement à la mine, peut-être pour commencer. Bon, moi je dirais, si on prend les exemples comme dans les pays voisins, exemple le Ghana, le Kenya, ces technologies ont permis de faire baisser 15 à 30% des pertes de postes agricoles. Donc si on s'attarde sur des objectifs concrets, je donnerai un simple exemple. Bon, si je dois prendre l'initiative pour donner les objectifs, il y a le rendement, la qualité de la production, et si je peux ajouter un troisième, les conditions. Rendement, qualité et conditions. Exactement. Grâce à peut-être une application qu'on a mis en place ou à un système technologique mis en place, on va étudier la qualité des conditions mieux
la qualité du rendement, c'est-à-dire les produits qui seront récoltés seront de très bonne qualité, et le taux de perte à chaque récolte. Grâce à un système ou grâce à des objectifs simples mis en place comme ceci, on peut, comme c'est une phase de test, on peut utiliser ces 3 objectifs pour essayer d'optimiser ce système et de mettre vraiment ce système donner une bonne utilisation à ce système pour faire en sorte que les prochains agriculteurs qui vont peut-être s'enrôler après cette phase de test confirment vraiment que c'est un atout, ça donne plus d'avantages que de pertes. Tout à fait. Raja, tu partages l'avis d'Alamine? Oui, bien sûr, et je peux ajouter quelque chose. Déjà, nous voyons le numérique est censé, si on passe au numérique, c'est parce qu'on a jugé que c'est nécessaire et ça va apporter en plus. Il n'y a aucun investisseur qui va faire un investissement pour pouvoir couvrir sa perte. Donc, si le numérique est là, la digitalisation, et bien sûr, lorsqu'on parle de digitalisation, on peut pas mettre de côté l'automatisation. Donc, nous voyons par exemple le Burkina, à l'époque de Thomas Sankara, le Burkina avait atteint l'autosuffisance alimentaire. À cette époque-là, il n'y avait pas la digitalisation de la technologie comme nous avons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si nous voulons vraiment montrer que la technologie doit apporter en plus, il faut qu'on ait des résultats plus que ce qu'on avait à l'époque, là où on n'avait pas la digitalisation. Donc, ce qui veut autrement dire que, comme Alani vient de le dire, des pays comme le Kenya et tout, nous allons observer cette croissance, déjà même de la distribution des énergies, prenons le cas des arrosages. Donc quand les choses sont automatisées, quand les choses sont digitalisées, l'agriculteur en fait gagne en temps. Au lieu d'envoyer des gens dans le terrain, des cultivateurs pour aller faire des arrosages, il y a tout un système d'arrosage qui est mis grâce à l'intelligence artificielle qui permet à l'agriculteur de faire des économies par rapport à l'eau, en termes d'énergie et en termes de semences. Il sait où s'aimer, où poser sa sémence, quand le faire et dans quelle saison, parce que les systèmes informatiques sont là même pour étudier les sols, pour étudier la teneur en salinité, en eau et tout ça, ce qui permet à l'agriculteur d'avoir toutes ces informations et faire une bonne récolte. Donc, en conclusion, moi, je dirais que la digitalisation ou la numérisation doit être un levier pour pouvoir avoir une croissance très, très importante. Pourquoi ne pas dire exponentielle dans les rendements agricoles? Très bien. Janicia, je me tourne vers toi à présent. La technologie, est-ce que la technologie peut compenser déjà les problèmes? Lamine tout à l'heure parlait de problèmes structurels, infrastructurels. La question donc c'est de savoir si la technologie peut compenser ces problèmes-là. Bon, on peut dire que la technologie, elle peut quand même aider à compenser ces problèmes, mais pas totalement, parce qu'elle aura quand même besoin d'autres aspects qui viennent en soutien à cela. Mais à part ça, on peut dire que la technologie va beaucoup aider, par exemple, au niveau des applications météo et de gestion de l'eau. Donc, on pourra avoir des prévisions précises pour planifier l'irrigation, les alertes de sécheresse. Et donc, les agriculteurs pourront être mieux informés en recevant ce genre d'informations. Ils sauront mieux à quel moment s'aimer, à quel moment récolter pour vraiment limiter les pertes. Donc, ça pourra beaucoup aider en même temps dans les recommandations personnalisées. Donc, la technologie va aider à donner des conseils mieux appropriés aux agriculteurs. Très bien. Raja, peut-être que tu pourrais nous parler de la place de l'intelligence artificielle et de l'IoT dans l'agriculture africaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une montée en puissance de l'intelligence artificielle et on imagine très bien que l'agriculture, qui est l'un des domaines les plus en exergue en Afrique, n'est pas en reste. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon allocution, j'ai parlé de la gestion de l'énergie grâce à l'IA. L'IA aujourd'hui, je peux dire que on ne peut, entre guillemets, ne plus s'en passer. Parce que, en termes de résultats, en termes de rapidité, en termes d'accessibilité, l'IA est devenue un levier, un outil, je peux dire, très important pour les entreprises. En termes de bénéfices, en termes de gain de temps, en termes de positionnement stratégique, parce que lorsqu'une entreprise utilise l'IA, et bien sûr son classement aussi peut être différent par rapport à une entreprise qui n'est pas numérisée et qui n'utilise pas l'IA. Donc, quels sont les exemples concrets que je peux donner de la place de l'IA et des autres? J'ai pris un exemple sur les techniques d'arrosage. Avec les changements climatiques et tout, on voit que le climat affecte l'écologie, l'écosystème. Et puisque nous parlons de l'agriculture, on parle des sols.
Et le sol a besoin d'être arrosé, le sol a besoin d'être nourri et tout. Avant, qu'est-ce qui se passait? Les agriculteurs prenaient d'eux-mêmes, avec l'expérience des initiatives, pour savoir un arrosage du matin, un arrosage le soir, l'après-midi. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, on n'est plus obligé de le faire autant. On peut en faire des systèmes d'arrosage intelligents dont on n'a pas besoin. Et il y a des capteurs qui sont mis sur place. Ces capteurs vont mesurer la température, vont évaluer le type de sol, le climat, et toutes ces informations-là vont être transmises à un serveur bien précis, un système qui va calculer et déclencher l'arrosage sans même que parfois l'agriculteur soit sur le terrain. Et d'autres même, j'ajouterais, l'agriculteur a tout simplement besoin d'avoir son smartphone loin de chez lui et il va juste appuyer sur un bouton sur son smartphone et même voir en temps réel ce qui se passe dans son champ. Prenons l'exemple aussi des semences, donc des sémailles. C'est la même chose. Il y a des machines qui peuvent être mises en place. Bon, là, je parle de point de vue international. En Afrique, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais je crois si l'Afrique se tourne dans cette direction, et nous rappelons que l'Afrique a un potentiel très, très énorme, et la population africaine va bientôt atteindre un nombre assez important. Donc, cette population qui grandit a besoin d'être nourrie. Et du coup, l'agriculture doit aussi faire ses preuves pour qu'on ne puisse pas mourir de faim. Donc, l'IA, grâce à tout ce que je viens de dire tout à l'heure, peut vraiment être un outil très important si on veut nourrir cette population africaine et qu'on ne traite pas de faim. Très bien. Alors, une dernière question, peut-être qui pourra peut-être être subdivisée en différents points à aborder. C'est de savoir quelle est la limite de l'État dans la transformation digitale du monde rural. C'est-à-dire, je donne un exemple. Est-ce que l'État doit, par exemple, obliger tous les producteurs à s'inscrire sur une plateforme numérique? Est-ce que c'est l'État qui doit tout contrôler, ou on peut envisager un partenariat public-privé? Jusqu'à quel niveau est-ce que l'État doit participer à la formation? Donc, j'aimerais qu'on puisse discuter très brièvement de cet aspect-là. Quelle est la limite de l'État dans la transformation digitale par rapport à ce projet-là au Sénégal, à la mine? Donc, moi, je dirais, si on doit donner une place à l'État, moi, je dirais dans le partenariat entre le public et le privé. Parce que si l'État a la main mise sur tout, les agriculteurs n'auront pas Quand tu fais quelque chose avec passion, ça marche plus que quand tu fais quelque chose par restriction ou par obligation. Donc, si l'agriculteur aime ce qu'il fait, si l'agriculteur trouve du bénéfice dans tout ce qu'il fait, grâce à l'État, c'est vrai, l'État va venir avec plus de manœuvres, plus d'infrastructures, plus de tout. Ça va l'aider à optimiser ses rendements. Mais s'il ne le fait pas par passion, si l'État l'oblige à faire des trucs, ce qu'il va faire n'aura jamais la même capacité ou bien la même qualité que ce qu'il fait avec son propre cœur. Donc moi je dirais une sorte de partenariat entre l'État et le public. Moi je dirais que ça sera ça ma limite entre les deux. Très bien, Janisha. Pour moi, parlant d'État, premièrement, moi je dirais que l'État doit être là d'abord pour mettre en place des infrastructures qu'il faut, donc dans les zones rurales. Et après cela, l'État ne doit pas obliger les agriculteurs à tout de suite s'adonner au numérique. Mais avant, on doit présenter à ces agriculteurs-là les avantages afin que d'eux-mêmes, ils puissent pouvoir évaluer si oui ou non ils veulent adopter ces nouvelles stratégies. Et en même temps, le partenariat public-privé est là aussi pour aider dans cela, parce que le privé, il est plus proche de la population. Il connaît les cultures, il connaît les problèmes que fait face la population. Donc, le privé sera là, on va dire, un peu comme celui qui régule la situation entre l'État et les populations. Et donc, l'État sera là pour subventionner tout cela, et le privé, lui, il sera là quand même en soutien. Donc, dans les ressources, l'État et le privé pourront mutualiser leurs ressources ensemble pour mieux porter le projet à des fins bénéfiques pour tous. Très bien. Raja? Bon, moi, je dirais beaucoup plus que j'opterais pour le para-étatique, ou encore en termes d'action, que l'État puisse aller peut-être à 40%, le privé 60%. Pourquoi je le dis? Parce que, généralement, quand on va dans un pays, en Afrique, une entreprise une entreprise de l'État qui offre les mêmes entreprises services, ou qui fait le même travail qu'une entreprise privée, on remarquera en termes d'avancement, de sérieux, de leadership, que l'entreprise du privé aura une longueur d'avance. Prenons dans la télécom, un exemple clair.
une entreprise de télécommunications nationale et une entreprise de télécommunications privée. On va remarquer que le privé a comme une longueur d'avance parce que le privé, lui, s'attarde, il veut du bénéfice. Il n'est pas là pour faire de la politique, il est là pour du bénéfice. Mais une entreprise de l'État peut être en quelque sorte un outil politique, ça peut être un outil stratégique, ça peut être un outil économique. Donc, l'État peut jouer un rôle de régulateur. Mais d'un côté, le danger, c'est que si on confie tout au privé, le privé, puisqu'il court derrière les capitaux, il veut faire des bénéfices, il peut bien sûr arriver à un niveau où il va marginaliser d'autres agriculteurs par rapport aux uns. Donc, la limite, c'est que l'État puisse s'ouvrir aux partenaires publics ou privés et sans oublier son rôle de régulateur. Ça, c'est très, très important pour permettre à ce que lorsque le privé voudrait dépasser l'une partielle des agriculteurs qui ont des faibles capitaux et d'autres qui ont des grands capitaux, bien sûr, le privé va vouloir aller vers ceux qui ont des grands capitaux pour faire beaucoup plus de bénéfices. Et on se rendra compte que ceux qui ont des faibles capitaux auront du mal à écouler leurs produits, ils vont faire la production, mais ça ne se vend pas parce que ceux qui ont des grands capitaux, ceux qui ont des grandes plantations, ceux qui ont des grands champs agricoles, vont vouloir prendre tout le marché. Et le privé peut les faciliter ça parce que le privé veut des bénéfices. Les banques veulent des bénéfices. Les banques veulent leurs intérêts. Donc, l'État sera là pour faire la régulation, pour être un intermédiaire entre l'agriculteur et des entreprises privées. Mais aussi, l'État doit aussi être là pour soutenir ceux qui sont faibles afin de les amener à devenir grands. En conclusion, moi, je partirais pour un partenariat public-privé et que ça soit para-étatique pour plus d'équité et d'équilibre. Très bien, merci beaucoup Raja, merci à vous d'avoir répondu présent, d'avoir répondu aux questions. J'espère que nos auditeurs ont été éclairés. Alors ce qu'on retient, c'est que la transformation numérique, c'est une arme à double tranchant. Elle peut amener plus de transparence, d'efficacité et de sécurité, mais elle peut aussi peut aussi creuser des inégalités, renforcer certaines dépendances. Donc la digitalisation agricole, on peut retenir que c'est une formidable opportunité à condition de rester vigilant sur l'inclusion, la gouvernance des données et l'autonomie des systèmes. Alors, une fois de plus, merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci d'être toujours fidèles à notre programme Africatech. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'Afrique pleine de transformations numériques. À la semaine prochaine. Au revoir.